en fait des kilomètres. Ça va et toi? Salut Julien. Ça va? Ça va? Merci d'être venu, c'est les filles fidèles, ils viennent même jusqu'à Limours. C'est génial, c'est chaleureux. Djilali, Enchanté. c'est le militant de choc. D'accord. Il est là maintenant. J'ai une réunion d'appartement et je voulais Ah, c'est cool. au moins pour vous saluer tous les deux. C'est sympa que tu sois là. Comment tu vas? Ça va, bah écoute, moi j'ai la boxe. Ouais, toi tu batailles alors? Super. Ah ouais. Et donc là j'ai une réunion d'appart, donc je vais pas À quelle heure? rester. Là à 20h. À 20h. Ben, reste un Tu peu. vas pas, on Allez, reste je reste un petit peu. 10 secondes. Oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Ouais, super, ça fait plaisir. Ça me fait très On a plaisir. parlé de toi à Bordeaux avec Alain. Jean-Philippe Ouais. Dupont-Clément, Ouais. qui est le président du DISM. Ah d'accord, Voilà, très bien. salut Jean-Philippe. Qui est extraordinaire. Ça va? Qui est extraordinaire, nous sommes. Ouais. Manger de Ouais. fruits, je vais pas passer sous la porte. Ouais. Il est de tous les meetings, nous soutient. Et ta circuit où elle est à côté de... Elle est à la 5e, elle est pas très loin. Moi, mon canton est juste là, au bord de Limours. Ah oui. Ouais. Viens, viens. Je vous laisse tous les deux. Bonjour. Ah oui, mais viens. Agnès, pour Oui, la oui, c'est la vrai. Non, mais le soutien. Voilà. Messieurs, dames. Merci vraiment à toutes et tous pour vos paroles si généreuses, si amicales et si motivantes. Je salue la présence de tous les maires qui me soutiennent, Thérèse Leroux, François Frontéra, Dominique Fontenaille, Jean-Raymond Hugonnet, Stéphane Basile, Sandrine Gelot évidemment, que je remercie et qui a fait preuve de fidélité vis-à-vis des Longjumellois en choisissant finalement son mandat de maire, et ça l'honore. Et remercie également Serge Dassault de sa présence et Laure Darcos également qui me fait l'honneur d'être là ce soir. Je voudrais évidemment remercier également Monsieur le Ministre, François Baroin, avec qui j'ai eu l'immense honneur de travailler et qui me fait le grand plaisir d'être présent ce soir parce que vous l'imaginez, c'est notre chef de file pour les législatives et il a pris le temps, il a pris soin d'accepter ma proposition de venir à Limours me soutenir après être allé à Vivon et j'y suis particulièrement sensible et je dois dire qu'il a fait preuve d'une loyauté absolue à l'égard de notre famille politique et c'est si rare en ce moment que ça mérite d'être souligné. Passer leurs ambitions avant leurs convictions. Et François Baroin ne fait pas partie de cela et c'est pour moi une vraie fierté de le compter parmi nous, de le savoir chef de file aux législatives. Alors, on a eu une campagne, je le dis souvent, atypique qui malheureusement a escamoté tous les débats de fond. Tous les débats de fond ont été escamotés et donc les enjeux, il faut quand même les rappeler avec 3 chiffres qui symbolisent l'échec du quinquennat précédent et on ne peut pas perdre encore 5 ans. 3 chiffres. Le premier, c'est 6 millions de chômeurs. Le second, c'est 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 1 million de plus qu'à l'arrivée de François Hollande. Et le troisième, c'est 2200 milliards de dettes. 2200 milliards, ce qui est absolument colossal. Alors face à ces enjeux, il nous faut évidemment un programme qui soit à la hauteur. Et le programme des Républicains est parfaitement à la hauteur de ces enjeux. Pourquoi? Parce qu'en plus, nous avons une véritable équipe. Nous avons une majorité cohérente, avec un programme cohérent. Ce qui n'est pas le cas d'en face, parce qu'Emmanuel Macron a rassemblé une équipe composite, un ensemble un peu incohérent de personnalités qui jusqu'à maintenant se contredisaient les uns les autres. Eh bien moi, je vous le dis très honnêtement, je n'y crois pas et je crois à notre programme et je crois à notre équipe réunie autour de François Baroin pour relever le défi, pour faire gagner l'alternance les 11 et 18 juin. Alors, moi je vous le dis, je suis prête. Je suis prête pour faire partie de cette nouvelle majorité qui incarnera justement la droite républicaine et le centre, qui fera gagner l'alternance. Je suis prête d'abord parce que j'ai l'expérience. Pour tous ceux qui me connaissent bien, j'ai travaillé plusieurs années à l'Assemblée nationale, et notamment aux côtés de François Baroin, avec qui, je dois le dire, j'ai énormément appris. Et je suis prête notamment pour porter aussi le renouveau qui est souhaité par les Français. Les Français veulent de nouveaux profils, ils veulent de nouveaux visages. Ils veulent aussi, je dois le dire, et ça n'est pas un critère parce que c'est pas pour ça qu'on réussit pour autant, mais ils veulent de la féminisation. Sachez qu'il y a à l'Assemblée nationale seulement 26% de femmes. 26%.
Alors, moi j'ai regardé chez les Républicains, sur les 188 députés LR, on avait seulement 25 femmes. Ça n'est pas acceptable. Et moi, donc si je me bats aussi dans ce combat, c'est pour porter aussi la cause des femmes et pour faire augmenter ce seuil de 26%. Pour augmenter ce seuil de 26% à 30%. Alors, évidemment, comme l'a si bien dit tout à l'heure Dominique Fontenaille, le rôle des députés est une responsabilité essentielle. Un député, ça n'est pas un élu local, ça n'est pas un maire ou un conseiller départemental ou un conseiller régional. Un député, il a un rôle de législateur, c'est-à-dire qu'il participe à l'écriture de la loi, il vote la loi, il contrôle l'action du gouvernement et il est en quelque sorte le porte-parole des habitants à l'Assemblée nationale. Et évidemment, l'interface aussi avec les services de l'État. Donc, moi, c'est pas la peine d'aller me chercher sur Internet. J'ai été formée pour, puisque j'ai travaillé pendant plusieurs années, encore une fois, à l'Assemblée nationale, et que donc je serai immédiatement opérationnelle pour porter des réformes difficiles à l'Assemblée nationale. Et c'est important d'insister sur cette expérience parce que je pense que, compte tenu de l'état du pays, de la situation économique, on a besoin d'avoir, en effet, des élus efficaces, travailleurs, sérieux et compétents. Et ça, c'est extrêmement important. Alors une fois qu'on a dit ça, être député, pourquoi faire? Je vous ai dit, donc en effet, ce n'était pas le rôle d'un élu local, mais moi, j'ai fait énormément de porte-à-porte, j'ai sillonné les 30 communes de la circonscription, les 30 communes. Ma première initiative, ça a été d'aller rencontrer tous les maires pour écouter leurs problèmes, leurs préoccupations, leurs doléances. Et c'est vrai que parmi tous les sujets qui reviennent systématiquement, et notamment dans mes rencontres avec les commerçants, avec les habitants, avec les proviseurs, avec tous les gens que j'ai pu rencontrer, immédiatement on me parle de sécurité. Il y a, il faut le dire, un sentiment d'insécurité, et pas seulement dans les quartiers sensibles d'ailleurs. Il y a aussi un sentiment d'insécurité dans les communes rurales. Alors, ma priorité à l'Assemblée nationale, quand je serai élue députée, ce sera notamment de me battre pour renforcer les effectifs de police et de gendarmerie nationale. Ça me semble la première des choses. Le deuxième sujet, qui vraiment est crucial pour notre circonscription, c'est toute la problématique des transports et de la mobilité. Alors, grâce à l'efficacité de François Durouvray et de Valérie Pécresse, qui maintenant sont sur la même longueur d'onde, on a réussi à avoir des investissements qui ont été augmentés, en tout cas pour ce qui concerne le sud Essonne, ce qui est très très bien. Et c'est grâce à ça, en effet, qu'on a pu débloquer 48 millions d'euros pour le ring des Ulysses, ce qui est quand même pas mal. Les travaux vont commencer, notamment pour le tram 12 Massy Express, et ça c'est très bien, mais il y a encore beaucoup à faire, que ce soit sur l'embellissement, le réaménagement de la RN20, le RERB, le RERC, donc ça c'est le deuxième sujet. La troisième priorité, et ça c'est très important parce que ça revient aussi beaucoup dans tout ce que j'ai entendu sur le terrain, c'est la crainte, la désertification médicale. Il nous faut un accès aux soins pour tous en tout point du territoire. Et à l'Assemblée nationale, quand je serai élue députée, je m'abattrai également pour ça. Il y a un autre sujet qui concerne les services publics de proximité. En effet, il faut qu'on ait des services beaucoup plus présents et beaucoup plus efficaces. Il n'y en a pas suffisamment et c'est une anxiété aussi qui est générée chez tous ceux que j'ai rencontrés qui m'ont parlé justement de, malheureusement, cette disparition petit à petit de tous les services publics de proximité. Alors je ne vais pas étayer, mais il y a aussi la révolution numérique. Ça n'est pas normal que notre circonscription subisse cette fracture numérique. Et donc je me battrai aussi à l'Assemblée nationale sur ces sujets-là. En tout cas, j'ai besoin, pour réussir avec Stéphane Basile, je suis très très fière d'avoir à mes côtés, parce que lui aussi c'est un homme de terrain. On n'est pas des politiques entre guillemets perchés. Moi je ne serai pas une députée enfermée dans son bureau. Moi c'est pas pour la carte de visite que je vais être députée, c'est pour pouvoir agir. Vous le savez, cette circonscription je la connais bien, puisqu'en tant que vice-présidente j'ai sillonné tous les lycées d'Île-de-France, mais j'ai travaillé notamment sur le lycée Jacques Prévert qui est à Longjumeau, pour réhabiliter et restructurer ce lycée, et également avec Jean-Raymond Hugonnet sur le lycée Jules Verne de Limours, qui lui aussi nécessitait une sécurisation. Et un jour, j'ai rencontré Brigitte Pêche, la maire de Ballainvilliers, dans ma tournée des maires, et elle m'a dit: Agnès, j'ai un sujet, c'est le dépôt sauvage de la RN20 à Ballainvilliers. Ça fait des années qu'on en parle. Et comme quoi, en politique, parfois, ça tient à une réunion qui n'a tout simplement pas eu lieu. Je lui ai dit, écoute, je vais réfléchir, on va essayer de trouver une solution. Dès le lendemain, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé Chantal Joanneau, qui est vice-présidente à la région Île-de-France. Et bien, figurez-vous que ce dépôt sauvage va être nettoyé à partir du mois d'octobre prochain. Et j'en suis très fière. C'est vraiment la réactivité.
je sens une vraie défiance généralisée sur le terrain vis-à-vis des élus, parce qu'ils me disent souvent les blabla, les promesses, il y en a marre. J'entends beaucoup le il y en a marre, il y en a marre. Et le il y en a marre, vous savez où ça mène? Ça mène vers les populismes. Et donc, moi je souhaite incarner cette nouvelle génération d'élus, justement, qui ne fera pas de promesses irréalistes, mais qui assumera ce qui est dit et aboutira à des résultats concrets. Je vous assure que, encore une fois, quand on s'est mis tous autour de la table avec Brigitte Plèche, le président du SIOM, Jean-François Vigier, je ne sais pas s'il est là, et que très vite on s'est dit on va donner une subvention à la commune pour vidéoprotéger le site et nettoyer le site à partir de l'automne 2017, je me suis dit mais finalement ça tient à une réunion tout simplement qui n'a pas eu lieu. Mais quel dommage. Et la politique meurt de ça justement. Moi ce que je veux vraiment, c'est être une députée qui agit. Vraiment, agit dans l'intérêt de la circonscription, agit aussi aux côtés des élus locaux, parce que moi, je travaillerai avec les maires, hein, c'est la moindre des choses, puisque quand on est député, on ne travaille pas sur un territoire, mais sur l'entièreté du territoire, c'est-à-dire sur les 30 communes. C'est pour ça que je tiens absolument à avoir tous les maires à mes côtés, parce que c'est d'abord à leur service que je veux travailler, et évidemment ensuite travailler au service des habitants. Donc moi je compte sur vous, il faut que cette circonscription reste à droite, et j'ai une confidence à vous faire, j'en suis convaincue, nous allons gagner le 18 mai. Bien, mes chers amis, monsieur le maire, d'abord merci pour votre accueil. Mesdames, messieurs les maires, cher Serge, ce qui n'est pas toujours facile à prononcer, suis-je chez ce cher Serge, essayez-le, c'est un élément constitutif de la formation des journalistes. Mon cher Serge, je suis heureux de te retrouver ici. Je voudrais saluer évidemment tous les amis élus et je voudrais saluer nos candidats et nos candidates, Laure Darcos, Alexandre Touzet et puis notre amie qui, pardonnez-moi, Caroline qui mène un combat emblématique, symbolique, puissant et fort. Et puis je voudrais toutes et tous vous remercier d'être aux côtés d'Agnès Evren pour ce combat législatif. Je suis venu ici évidemment pour soutenir Agnès, quand bien même je ne serai pas le chef de file de la majorité pour la France, je serai ici à vos côtés pour soutenir Agnès Evren. Agnès Evren, c'est d'abord l'incarnation du renouvellement. Quand on entend Agnès, quand on la voit, quand on mesure sa force, sa puissance, sa statue intérieure, son énergie, on ne peut pas une seconde imaginer que ça c'est la France d'avant. Que c'est une droite étriquée, repliée sur elle-même, scrogneux. Ce renouvellement, il est incarné par tous et personne n'en a le monopole. Nous avons la chance d'avoir 60% de renouvellement d'hommes et de femmes qui se lèvent, qui demandent un espoir, mais qui sont fermes et solides sur leurs convictions, à l'écoute, profondément républicains, mais sont des hommes et femmes de droite et du centre, qui s'assument, qui n'en excusent pas. C'est leur construction, et ils porteront ces valeurs au cours de ces législatives. Tu en fais partie, au premier rang, ma chère Agnès. Énormément de chance lorsque j'ai été nommé par le président Sarkozy au ministère du Budget, non pas d'être nommé à cette période, puisque c'était la pire crise financière depuis 1929, mais j'ai eu la chance de pouvoir m'appuyer sur une équipe de collaborateurs exceptionnels. Et je veux dire devant vous que Agnès fut probablement la meilleure d'entre eux. Agnès, je vous la chance qui est la vôtre que Agnès ait décidé de s'engager à vos côtés. Agnès Evren, au cabinet du ministère du Budget, puis du ministère de l'Économie et des Finances, était une de mes plus proches collaboratrices, puisqu'elle faisait le lien, notamment, avec la représentation nationale. Et nous avons probablement été, dans cette période, l'équipe budgétaire qui a produit le plus de textes financiers. Tous les 3 mois, on était obligés d'y revenir. Des négociations avec nos partenaires européens, comment imaginer faire obstacle à celles et ceux qui voulaient faire éclater la zone euro, comment prendre des mesures acceptables par l'opinion publique tout en réduisant notre déficit qui avait explosé de manière spectaculaire, comment corriger le cadre général de l'effondrement de la trappe sur laquelle s'ouvraient nos pieds avec le glissement des recettes de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. On avait tout ça embrassé en même temps et il fallait des gens très solides et très structurés. Je dois à Agnès beaucoup. Je lui dois tout le travail que nous avons mené avec le Parlement. Je lui dois toutes les négociations que nous avons portées avec les députés et les sénateurs sur les textes budgétaires extraordinairement compliqués. Je lui dois la pédagogie auprès des parlementaires qui voulaient nous accompagner, mais qui en même temps avaient des remontées sur le terrain, sur les thèmes c'est difficile, les mesures, etc. Et je lui dois au final d'être parvenu, sous l'autorité du président Sarkozy, à atteindre notre objectif, qui était d'abord de respecter le budget qu'on avait fait voter,
qui a été de réduire par 2 le déficit public qui avait explosé, et enfin d'avoir atteint la feuille de route de la mission qui m'a été demandée par le président de la République, qui était de gérer le G20 au niveau de la présidence française, dans une tourmente internationale. Alors je voulais profiter de cette occasion pour te dire, en croisant le regard de celles et ceux que tu connais et qui t'aiment, combien je t'aime, combien je t'admire, combien je te remercie, et combien mon soutien est plein et entier pour cette mission. Ne la ratez pas. Ne ratez pas la chance d'avoir Agnès Ebrahim comme députée à vos côtés. Et en plus, c'est une femme généreuse. Bien sûr qu'elle a cette humanité, bien sûr qu'elle a cette sensibilité. Elle aime la politique au sens le plus élevé du terme, c'est-à-dire le service, l'intérêt général, la volonté de rendre des services. Quoi de plus important pour un élu de proximité que d'ouvrir sa porte, de voir quelqu'un désespéré, de croiser l'intensité d'un regard parfois un peu éloigné, et de pouvoir apporter le service. Ce que tu évoquais sur ce dossier, comme sur tant d'autres, ce que tu fais pour les lycées ou pour la culture, c'est cela, effectivement, des élus modernes. Ça a, d'une certaine manière, toujours existé, mais nous avons besoin de cette génération qui s'engage, notamment dans ce combat politique difficile. Alors, quelques mots de contexte politique, si vous me le permettez, ayant évidemment apporté par là même le soutien à tous nos candidats dans ce département, des candidats majorité pour la France, Union de la droite et du centre, les Républicains UDI, et uniquement les Républicains UDI, Union de la droite et du centre. Les autres, tous les autres, contribuent par leurs décisions, souvent individuelles, et si j'ai bien compris ici, singulièrement récurrentes, contribuent à favoriser des candidats qui ne porteront pas ni nos valeurs, ni notre projet politique. Je vous demande de faire bloc autour de nos candidats majorité pour la France. Il ne doit pas avoir une voix qui manque au soir du premier tour, car tout cela se jouera un peu de choses. Alors le contexte politique, très rapidement et brièvement. D'abord, nous sommes au lendemain d'une élection présidentielle perdue, et c'est bien sûr difficile, mais nous ne devons pas nous tromper d'analyse politique sur la situation du pays. Certains commettent l'erreur de considérer que le visage de la France, c'est le visage du second tour. 66% pour Emmanuel Macron, 34% pour Marine Le Pen, c'est le visage de la France, c'est le visage définitif, et au fond, le débat politique, le débat public, l'organisation de la démocratie, le travail au Parlement, fait qu'il n'y aura plus que de débat entre En Marche et l'extrême droite. Le vrai visage de la France, et celui qui s'exprimera à nouveau au moment des législatives, c'est le premier tour. Une France fracturée comme jamais, en 4 blocs identiques, où plus d'un Français sur 2 était capable de choisir entre le chaos et l'anarchie. Une volonté de renverser la table. Un second tour qui oppose l'extrême droite à un candidat républicain, auquel nous avons apporté dès le soir, à 20h, et j'ai probablement été l'un des premiers à le faire, mais sans aucun état d'âme, d'annoncer que nous allions glisser le bulletin de vote Macron face à l'extrême droite, face à son projet de sortie de l'euro, face à la misère qu'il imposait, face à la violence inévitable qui aurait suivi la mise en place de l'application du programme de l'extrême droite. Mais au soir de ce premier tour, je n'ai pas oublié le message des Français. Je n'ai pas oublié ce cri, et je n'ai pas oublié au soir du second tour que 16 à 17 millions de Français, par un bulletin blanc ou par une abstention, n'ont pas voulu choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors il y a 2 enseignements. Le premier, c'est qu'il y a des gens qui ne croient plus du tout en la politique, qui n'attendent plus rien et qui expriment un ras-le-bol généralisé, qui désormais prend la forme d'un silence et de tourner le dos à la démocratie. C'est une première menace. La deuxième menace, le deuxième enseignement, c'est que Marine Le Pen a montré toutes ses limites dans le débat indigne dans lequel elle a entraîné Emmanuel Macron, qui était un combat et un débat qui n'a pas eu la portée nécessaire et qui n'a pas permis de lever toutes les ambiguïtés sur les choix d'avenir pour le pays. Elle a montré ses limites sur le fond, elle a montré ses limites sur la forme, elle montre bien que le vote Front National est une impasse. C'est d'ailleurs si vrai que sa nièce prend son sac, s'en va et écrit son histoire personnelle. Probablement, M. Philippot vivra un procès de Moscou en place publique après les législatives et finira goudron et plume. Le Front National n'est pas en bon état. Mais les raisons pour lesquelles les gens depuis des années ont voté Front National demeurent et sont même amplifiées. Et c'est bien la raison pour laquelle on ne peut pas, pour les mois et les années à venir, imaginer que le débat se résume avec le Front National et En Marche. Donc oui, c'est notre devoir, pas uniquement de loyauté à la famille politique, à nos convictions, chacun est fait du bois qu'il a construit, de son éducation. Moi je n'ai jamais varié,
Je suis un gaulliste, j'ai grandi dans une famille gaulliste, j'ai accompagné le président Chirac, dont chacun sait les liens qui glissaient à lui jusqu'à la dernière seconde de son mandat présidentiel. J'ai eu des débats vigoureux avec Nicolas Sarkozy, chacun le sait, j'avais pris l'opinion publique à témoin sur un certain nombre de désaccords, lui aussi d'ailleurs, et nous nous sommes retrouvés, j'ai été fier d'être sous son autorité à servir notre pays dans une grande crise, et je l'ai accompagné jusqu'à sa démarche de vouloir pouvoir à nouveau porter le destin de notre pays. Ça n'a pas marché, nous sommes inclinés avec respect devant le suffrage exprimé par les électeurs de droite et du centre à travers ces primaires. J'ai accompagné dans le même esprit le candidat, François Fillon, qui avait été choisi par notre famille politique à travers ces primaires. Je n'ai pas fait partie des grenouilles qui ont sauté de la brouette au premier coup de grisou venu, parce que la décision lui appartenait, et il est allé jusqu'au bout, et je n'avais aucun état d'âme à le faire. Le bureau politique de ma famille politique, de notre famille politique, nous a demandé, m'a demandé en particulier, au fond, d'incarner cette campagne. Je le fais avec la même passion, mais je le fais avec une passion renforcée par un devoir qui est une exigence pour tous les électeurs, pas uniquement de la droite et du centre. Parce que la présidentielle aura été la campagne de l'ambiguïté à tous les étages, et je dirais même à chaque marche. Le premier tour, ça a été les affaires Fillon, et pour une très large part, ça s'est prononcé là-dessus. Et le deuxième tour, ça a été le refus sage et responsable d'une très large majorité de Français de ne pas voir l'extrême droite gouverner notre pays. Donc la campagne législative, ça doit être le choix de la clarté. Alors j'entends bien ce qu'on dit. On a un jeune président, c'est une belle image, il faut l'aider, il ne faut pas le contrarier, il ne faut pas le gêner. Si tous les gars du monde pouvaient se tenir la main, faire le tour de la planète, en faisant une petite chorale aimable. Bien sûr, j'ai un immense respect pour les institutions, j'ai un immense respect pour le suffrage des Français, j'ai un immense respect pour le président de la République, par ce qu'il a fait, par son audace, par ses qualités personnelles, et je souhaite naturellement la réussite de notre pays. Sa tâche est immense, elle le sera pour 5 ans. Mais ce respect républicain et les félicitations républicaines que nous lui avons adressées ne doivent pas empêcher le débat, ne doivent pas mettre en lumière le fait que nous ne sommes pas nous-mêmes. À quel titre, pourquoi, comment et jusqu'où nous renoncerions à être nous-mêmes? Si nous pensions tous que le projet d'En Marche était le meilleur, dans ce cas-là, on aurait appelé à voter Macron dès le premier tour. La question ne se serait pas posée. Est-ce qu'on a fait campagne pour le projet d'En Marche? Non, on a fait campagne pour un projet qui correspond à nos convictions. Dès le lendemain du premier tour, on en a fait la synthèse. Cette synthèse aurait dû être faite au moment de la primaire. Ça n'a pas été fait. Nous ne voulons pas d'augmentation d'impôts, nous avons supprimé la proposition initiale de la hausse de la TVA. Nous voulons une baisse des impôts et nous retenons la baisse de l'impôt sur le revenu. Que propose En Marche? Propose une augmentation spectaculaire de la CSG d'1,7%. Alors les journalistes nous disent, mais au fond, c'est pas très grave, c'est marginal. Vous allez expliquer aux retraités, notamment les retraités qui gagnent 1 500 €, qui vont payer 300 € de plus à la fin de l'année, si c'est marginal. Vous allez expliquer. 1,7%, parce que c'est un impôt proportionnel. Tout le monde ne sait pas ça, c'est un impôt proportionnel, il n'est pas progressif. C'est la poursuite du matraquage fiscal des classes moyennes orchestré sous Hollande qui va se poursuivre avec l'augmentation de la CSG. On dit, mais il n'y a pas tellement de désaccords que cela, regardez sur la partie économique, le droit du travail. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, nous avons été les premiers à dire au moment où le texte El Khomri était arrivé que nous allions le voter. Mais le texte El Khomri a changé. Il n'a pas changé à cause de nous. Il a changé à cause de la gauche. Oui, c'est vrai, on a été capable de soutenir des textes proposés par la gauche. Lorsque François Hollande a proposé la révision constitutionnelle pour la déchéance de nationalité, qui a répondu présent et que nous allions voter ce texte, c'est nous. Pourquoi ça ne s'est pas fait? À cause de la gauche. Et à ma connaissance, M. Macron s'était déjà détaché de François Hollande, et c'est lui qui, pour partie avec ses amis, ont fait capoter ce texte. Donc on met de côté maintenant définitivement cette question opposition républicaine, pas républicaine, constructive, pas constructive, c'est de la com. C'est juste de la com pour nous empêcher de débattre, pour nous empêcher d'agir et pour nous empêcher, au fond, au cours de ces 3 semaines, de mettre la clarté sur les choix. Est-ce que nous sommes d'accord sur tout? Bien sûr que non. On nous dit, et regardez même sur les 35 heures, la défiscalisation. La défiscalisation, c'est un sentiment d'emprunt pris par En Marche sur une proposition que nous avons portée, mise en place sous l'autorité du président Sarkozy. On est mieux à même pour porter ce projet, puisque nous l'avons mis en place, 9 millions de personnes en ont bénéficié, 50 € en moyenne pour les gens qui en bénéficiaient chaque mois. C'est une relance de l'augmentation du pouvoir d'achat. Oui, mais regardez, les 35 heures, vous êtes peut-être d'accord? Pas du tout. Parce que non seulement nous voulons la défiscalisation, mais on veut ouvrir le jeu et faire sauter le carcan des 35 heures qui ont étouffé notre pays depuis une quinzaine d'années. On offre la discussion sur 18 mois,
Au niveau des branches, au niveau des entreprises, c'est la liberté qui primera. Oui, mais alors, vous êtes peut-être quand même d'accord sur les retraites avec En Marche? Pas du tout. En Marche ne veut rien bouger. Nous, on veut la retraite à 65 ans, parce que c'est un constat d'évidence et que ça se fait dans tous les pays. Et parce qu'on veut aussi pouvoir financer par ce qui est la mère des réformes en matière de finances publiques, c'est-à-dire l'avancée à 65 ans des retraites, augmenter les petites retraites de 300 € et augmenter de 10% les petites retraites de reversion. Tout ça a une cohérence. On dit oui, mais alors, tout ça, c'est pas vraiment des désaccords. Bien sûr que ce sont des désaccords. Mais ces débats-là, on ne les a pas eu au moment de la présidentielle. Et donc, il faut les avoir. Il faut que les gens de droite et du centre choisissent en toute conscience. J'entends bien la petite musique, mais il faut qu'ils lisent le projet. Regardez l'affaire de la taxe d'habitation. En Marche veut supprimer la taxe d'habitation. D'abord, je ne connais pas un élu de droite ou de gauche qui accompagnera cette mesure. Et deuxièmement, quelles sont les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation? Faire concentrer sur 20% de personnes ce qui était porté jusqu'à présent par 58-59% en moyenne. Donc ce sont les mêmes personnes, c'est-à-dire les classes moyennes massacrées par Hollande, qui payent l'impôt sur le revenu, qui vont payer plus que le double de ce que l'on demande aux autres. Deuxième élément, on nous annonce une surtaxe sur le foncier. Donc comme toujours, ce qu'on va vous donner de la main gauche, on va vous le reprendre de la main droite. En Marche va proposer la baisse des charges sur les cotisations chômage, mais va augmenter la CSG. En Marche propose la suppression de la taxe d'habitation, mais va augmenter le foncier. Vous rajoutez à cela la concentration de l'ISF sur l'immobilier. Et vous rajoutez à cela l'idée portée par le fondateur du mouvement qui a écrit le projet d'En Marche et qui propose un loyer obligatoire sur tous les propriétaires. Moi, je dis qu'aux gens de droite et du centre qui sont propriétaires, et comme à tous ceux qui aspirent, parce que c'est un rêve républicain de devenir propriétaire, qui regardent bien le projet En Marche. Et après, quand ils auront regardé, ils se sont dit, moi je suis d'accord à payer tous ces impôts, ils pourront voter En Marche s'ils le veulent, et qu'ils le fassent en conscience, et en responsabilité, et en toute connaissance de cause. Alors on nous dit, mais alors au fond, tout ça, est-ce que c'est vraiment des désaccords, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a sur la loi d'orientation et de sécurité intérieure de la justice. Il y en a sur les propositions en matière pénale. Nous sommes pour le rétablissement des peines planchées. François Bayrou, En Marche, ont pris des positions contre le rétablissement des peines planchées. Mais plus loin, on a aussi un vrai désaccord sur l'avenir de la promesse républicaine de l'intégration. Nous, on ne fait pas de confusion entre l'égalité en droit et l'égalité réelle. Quand on parle d'égalité réelle, ce qui est évidemment porté par tous les porte-paroles d'En Marche tout au long de ces derniers mois de campagne, ça terrorise l'égalitarisme, ça ouvre les trappes à pauvreté et ça tirera toujours tout le monde vers le bas. Mais plus grave encore, ça nourrit le communautarisme. Or, sur le communautarisme, qui est l'ennemi de la promesse républicaine, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, qu'il y a beaucoup de flou, qu'il y a beaucoup d'interrogations et qu'il n'y a pas de rappel à l'identité et à l'intégration républicaine telle qu'on l'aimerait. Et dernière déclaration, relayée par un nouveau membre du gouvernement sur le fait que l'interdiction du voile à l'école n'est pas compatible avec la loi 1905, ça donne une certaine idée de distanciation à l'égard de ce qui est le principe de la laïcité dans notre pays. Donc tous ces sujets-là doivent être débattus. Ils sont passés malheureusement derrière le second pendant la présidentielle. Ils doivent être traités au cours de ces élections législatives. C'est pour ça que je ne vais pas à vos côtés. D'abord par amitié, par fidélité, par loyauté. Ensuite parce que je pense que c'est l'intérêt du président de la République d'avoir un débat républicain puissamment organisé au niveau de la représentation nationale. Troisième élément, je ne me bats pas pour qu'on soit dans l'opposition. Je me bats pour aider le président de la République, d'une certaine manière, à le faire basculer du bon côté, pour être sûr d'avoir une politique de baisse des impôts et d'augmentation du pouvoir d'achat. Ce ne sont pas trois personnalités à l'intérieur du gouvernement qui troublent un peu le jeu, qui feront cette politique. C'est la certitude d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour porter ces projets. Et je me bats enfin parce que je pense qu'au nom d'une certaine idée du débat démocratique, résumé à un parti unique et le Front National et les extrêmes, un jour ou l'autre, je ne sais pas quand, mais on risque d'avoir un stéréotype et pas démocratique. Et ça n'est pas sain, ça n'est pas ce que nous souhaitons. Et nous voulons la réussite de la France, et nous pensons que pour faire réussir le président de la République dans son mandat, c'est que nous soyons à ses côtés, au gouvernement, aux manettes, pour mener une politique de droite et du centre. Merci, bonne chance à tous. Moi, je
Bonjour Serge Dassault, on vous voit venir soutenir Agnès Evren ici dans l'Essonne, qui est candidate pour l'élection législative. Vous, si vous m'autorisez l'expression, qui êtes un vieux loup de la politique française, comment analysez-vous cette nouvelle norme politique qu'apporte Emmanuel Macron en France? Plus vraiment de parti, des ministres de droite, de gauche, un mélange. Comment vous l'analysez? Eh bien, il faut remercier Emmanuel Macron de nous avoir débarrassé de Mme Le Pen. Parce que c'était une grande crainte que nous avions d'avoir Le Pen ou d'avoir Mélenchon. Ça aurait été dramatique pour la France. Grâce à Macron, il a fait le vide et il a gagné et on l'a soutenu pour ça. Maintenant, il faut voir l'avenir. Il faut qu'il ait des députés, mais il faut aussi que les Républicains aient beaucoup de députés. Parce qu'il faut aussi qu'ils puissent agir maintenant avec lui dans le bon sens. On l'aidera quand il fera des bonnes lois, on critiquera en d'autres, mais il faut qu'il y ait à la fois une union républicaine et lui, parce qu'en fait, il a fait un programme de droite, hein, un Premier ministre de droite et l'État de ministre de droite. Et il est quand même un peu comme nous. Donc on ne veut pas être complètement mangé par lui, mais on veut l'aider. Mais il faut pour ça qu'on ait beaucoup de députés et que ni l'un ni l'autre peut-être n'ait la majorité, mais qu'on fasse ensemble une majorité pour conduire la France dans de bonnes conditions. À vos yeux, le Premier ministre Édouard Philippe fait-il toujours partie de la famille républicaine? Oui, j'en sais rien. Enfin, sa femme, elle est là, il était de droite, il est connu et j'espère qu'il fera un bon travail. Ce n'est pas un gouvernement de cohabitation avec lequel nous avons commencé pour vous? Pas encore, mais ça peut venir. Ça peut venir si un Premier ministre, M. Barouin pour ne pas le nommer, qui est républicain, remplaçait M. Édouard Philippe qui est républicain également. Donc là, ce serait une cohabitation. C'est un peu compliqué pour les gens, vous ne trouvez pas? Que pensent vos administrés? Non, le principal, c'est d'avoir ensemble une majorité et de pouvoir conduire la France le mieux possible alors qu'elle a été complètement équintée par Hollande et tous ses amis. Donc maintenant, il faut y aller, il faut voter et il faut gagner. Voilà. La France d'avant, hein, bien sûr. Qui fait la photo? Monsieur Barouin, si la droite républicaine gagne les élections législatives, vous avez toute chance de devenir Premier ministre d'un gouvernement de cohabitation. Mais comment qualifiez-vous le gouvernement actuel de M. Édouard Philippe, qui est aussi un républicain? C'est un mouvement, un gouvernement de cohabitation à l'heure actuelle? C'est un gouvernement provisoire dont le seul objectif est d'avoir une majorité en marche. Nous considérons que la campagne de la présidentielle, dont le résultat est incontestable, nous respectons le président de la République, sa mission est immense et nous souhaitons le succès de la France. Mais malgré tout, cette campagne a été une campagne de l'ambiguïté, abîmée par les affaires qui ont concerné François Fillon et qui nous a amené à redéfinir notre projet, à nous battre pour cette campagne qui doit être celle de la clarté. J'entends bien l'idée selon laquelle il faut aider le président, mais le meilleur moyen d'aider le président, c'est d'avoir une majorité de la droite et du centre pour que ceux qui se reconnaissent dans nos valeurs puissent être garantis d'une politique qui soit une politique d'augmentation du pouvoir d'achat, de baisse des impôts. Nous avons des désenclaveurs avec En Marche sur de nombreux sujets. Ils veulent augmenter la CSG, ce qui est un coup de massue pour les retraités, les fonctionnaires, les professionnels libéraux. Nous voulons baisser l'impôt sur le revenu et nous voulons défiscaliser les heures supplémentaires. Ils ne veulent pas bouger sur les 35 heures, nous voulons ouvrir la négociation. Ils ne veulent pas bouger sur les retraites, nous voulons ouvrir le jeu pour pouvoir baisser en quelque sorte l'accompagnement de la pression qui s'exerce sur les nouvelles générations qui travaillent. Nous voulons aussi augmenter les petites retraites de 300 € et baisser de 10% les retraites de réversion. Nous avons des débats sur la politique pénale. Nous voulons rétablir les peines planchers. François Bayrou et En Marche ne veut pas bouger. Nous voulons, sur le communautarisme, lutter avec beaucoup de force. Nous entendons dès à présent des éléments d'inquiétude concernant par exemple des gens qui remettraient en cause l'interdiction du voile à l'école au principe que ça n'est pas compatible avec la loi